suis Jean Fassoni, c'est mon nom. Et j'ai travaillé pour l'Union africaine pendant de longues années, près de 4 décennies. Maintenant, je suis à la retraite et j'essaie de vivre ma retraite le plus paisiblement possible. Quand on entend votre nom, Fassoni, ça signifie quoi? Ça signifie littéralement politesse. Il semble que quand j'étais tout petit, quand on m'amenait faire le grand besoin ou le petit, quelqu'un est venu passer à côté et j'ai protesté pour qu'il ne me voie pas dans cette situation. Et c'est comme ça qu'il n'avait pas encore fixé mon nom correctement et il m'a appelé Fassoni. Mais vous vous appelez comment avant? Ma naissance, on m'a attribué le nom de Routoui parce qu'il semble que j'avais une... Ah bon? Au bout de cette carrière des plus intéressantes, j'ai publié un livre au titre évocateur « Lève-toi et marche, ô Afrique bien-aimée, mon histoire exaltante de l'Union africaine ». J'ai parlé dans ce livre des évolutions positives et négatives de 55 pays africains et de leurs dirigeants à travers les époques. J'encourage les jeunes gens et les moins jeunes à lire ce livre, même s'il est trop volumineux, 760 pages, parce que chacun y trouvera son pays et ses dirigeants. Et je pense que parfois on doit se rappeler certaines choses qui se sont passées sur notre continent. Je vous remercie. Comment on peut s'en procurer? Bon, j'ai déjà publié la version anglaise il y a 2 ans. Je l'ai publié aux États-Unis, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à Dorrance. Si les gens visitent Amazon ou l'imprimerie elle-même, je pense qu'ils peuvent accéder à ce livre en anglais. Maintenant, pour le français, ça sera bientôt publié. J'ai la version plus ou moins définitive. Ça sera publié dans les 2 ou 3 semaines à venir. Et on peut se le procurer, je pense, de la même manière, sur Amazon ou dans les librairies, dès qu'il est publié. À combien? Au l'anglais, ça avait été fixé entre 35 et 39 $. Pour celui-ci, en français, on est en train encore de négocier avec l'imprimeur pour voir à combien on peut vendre. Vous avez une longue expérience justement au service de l'Union africaine. Vous avez travaillé dans quel département? Quel était votre poste? Oh, c'est une longue carrière comme vous le voyez, sur près de 40 ans. J'ai commencé comme un jeune fonctionnaire. À 27 ans, j'étais dans le département des réfugiés, où je m'occupais de la réinstallation et l'éducation des réfugiés.
C'était en quelle année quand vous avez commencé? Ça, c'est en octobre 1980. Aussitôt après, j'ai été à la direction de la coopération afro-arabe, où je m'occupais des relations entre les pays africains et arabes. Après cela, j'ai été déployé à la gestion des ressources humaines comme directeur du personnel pendant 8 ans. De là, je suis passé à la coopération politique où j'ai pu exercer les fonctions de directeur du département ad intérim des affaires politiques. Alors après ça, on m'a envoyé à Bruxelles pour représenter l'Union africaine auprès de l'Union européenne et des ACP. Quand je suis revenu à Addis Abeba, j'ai été chargé des conférences, directeur des conférences, avant d'être déployé comme secrétaire général de la Commission, qui assure la coordination des travaux de la Commission de l'Union africaine au niveau des commissaires et au niveau aussi des ambassadeurs du comité des représentants permanents. Après ça, j'étais censé prendre ma retraite, mais on m'a demandé de travailler comme conseiller spécial de la présidente à l'époque, Madame Nkosazana Dlamini Zuma. Et ensuite, j'ai travaillé pour Moussa Faki, président de la commission qui vient de terminer son mandat il n'y a pas longtemps, où j'ai presté aussi comme chef de cabinet. Voilà un peu le gros de mon parcours, qui est un parcours que j'estime avoir été riche pour une carrière remplie. Oui, à la première expérience, justement, vous étiez chargé de la question des réfugiés. À quelle époque, c'était comment? Y avait-il encore des réfugiés? Quels étaient justement vos travaux par rapport à ce poste? Oui, j'étais dans une équipe de 9 personnes qui s'occupaient des réfugiés africains dans les différents pays africains et même en Europe. Alors, mes responsabilités visaient la réinstallation et le placement en éducation de réfugiés. Notamment, j'ai pu aider à placer des étudiants en Algérie, en Libye et dans d'autres pays. J'ai travaillé pour les Namibiens, des réfugiés namibiens, des Guinée-Bissau, surtout ceux qui étaient encore en quête de se consolider dans l'indépendance. Jean Fassoni, comment vous êtes parvenu à avoir ce poste aussi convoité en tant que Burundais? Quelle a été votre piste? Bon, j'avais eu à travailler avec le bureau des réfugiés comme correspondant national. J'avais été nommé par mon ministre pour collecter toutes les informations concernant les réfugiés et ils ont apprécié mon travail. Et quand il s'est agi de recruter des remplaçants à ceux qui partaient, ils sont venus me visiter à Bujumbura et ils m'ont proposé de rejoindre leur bureau. Et c'est comme ça que je suis parti. Je pensais partir pour seulement 2 ou 3 ans, puisque je n'étais pas intéressé à m'expatrier à l'époque, comme la plupart des Burundais du reste. Mais finalement, quand je suis resté, après les 2 ans, j'ai vu que les conditions étaient favorables et j'ai continué, surtout qu'il y avait des possibilités de travailler aussi pour d'autres départements. À cette époque, vous travaillez dans quel ministère? C'était vous collaborez avec quel ministère? Le ministère de l'Intérieur.
Ministère de l'Intérieur. Oui, selon votre expérience, justement, au sein de cette institution aussi importante pour les pays africains, quelles sont les relations entre l'organisation et les pays membres, et en particulier le Burundi, dont vous êtes originaire? Bon, pour dire partie de mon expérience, je constate que l'organisation joue et devrait jouer un rôle très important pour mettre les pays ensemble pour pouvoir mener des politiques communes, cohérentes, marcher vers l'intégration, parce que, comme on l'a vu, c'est l'époque des grands ensembles et nos pays sont la plupart de petite taille, même s'il y en a de plus grands, ils ont besoin de se mettre tous ensemble pour cheminer vers l'intégration de les économies et pour assurer le meilleur avenir de leurs citoyens dans un continent et dans un espace grand où on peut échanger avec les ressources immenses que Dieu a doté l'Afrique. Nous devrions être le continent du futur si on se met à travailler aussi bien au niveau de nos nations qu'aussi bien au niveau régional et continental. Nous pourrions créer des espaces d'économie qui vont faire la compétition avec le reste du monde dans des conditions d'égalité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Quelle est l'influence de l'institution à l'intérieur des pays membres pour influencer les politiques des pays? Oui, l'Union africaine, l'OUA d'abord et l'Union africaine après, quand il y a eu la transformation en 2002 à Durban, avait pour mission d'abord sous l'OUA, principalement de décoloniser le continent. Cette mission a été pratiquement bien accomplie, puisque 32 pays ont signé la création de l'OUA en 1963, mais maintenant on se retrouve avec 55 pays, ce qui veut dire que la décolonisation a concerné une bonne partie des pays africains qui ont assumé progressivement leur indépendance jusqu'à démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994. Donc ça c'est, je pense, une grande victoire pour le continent parce que nos pays sont désormais indépendants, sauf peut-être si on regarde du côté du Sahara occidental où il y a encore le problème de le référendum d'autodétermination qui devrait avoir lieu mais qui s'éloigne d'année en année sans pouvoir voir le bout de la question. Donc ça c'est quelque chose qui a été marquant. Bon, pour le reste, nous pensons que l'Union africaine a pu mettre en place une riche architecture juridique. Pratiquement tous les domaines de la vie sociale, de la vie économique, politique, ont été couverts par des traités, des conventions qui, désormais, une fois ratifiées, deviennent la loi nationale de tous les États membres. Donc ça devrait pouvoir faciliter aussi
l'intégration juridique des systèmes juridiques de différents pays. Et ça, c'est, je pense aussi, un accomplissement d'importance. Une petite question, c'est par rapport au changement de l'institution de l'OUA à l'Union africaine. Comment ça a été? Quelles étaient les lacunes du premier nom? Bon, le grand objectif de la transformation était de pouvoir faire une organisation comme l'avaient souhaité les pères fondateurs en 1963. Vous savez qu'avec Kwame Nkrumah, il souhaitait, avec certains autres leaders de l'époque, que le continent puisse être une entité, avec une politique étrangère commune, une armée commune et une monnaie commune, ce qui pouvait garantir l'intégration du continent pour faire face à la compétition mondiale. Maintenant, sous l'instigation du colonel Kadhafi, à partir de 1999, il a pris l'initiative de causer la transformation de l'OUA en Union africaine, avec pour corollaire qu'on devrait avoir des institutions communes pour travailler ensemble et faciliter l'intégration selon l'accord d'Abuja, le traité d'Abuja de 1991, qui prévoyait une communauté économique africaine. Alors, à ce moment-là, l'OUA était une organisation de coopération entre les États membres, où il y avait des principes majeurs, dont celui de non-interférence dans les affaires intérieures. À l'époque, en 2000, on pensait qu'il fallait sortir de ce principe qui fait en sorte qu'un pays se referme sur lui-même et n'a pas d'évaluation par les pairs. Et c'est à ce moment-là qu'on a introduit le principe de non-indifférence à la place de non-ingérence. C'est vrai que la non-ingérence reste toujours un principe universel, même aux Nations Unies, c'est comme ça. Mais en Afrique, on souhaitait qu'on adopte le principe de non-indifférence par rapport à certaines situations qui requéraient l'attention du continent tout entier pour que les pays ne continuent pas à vivre sans des normes et des valeurs communes. Et c'est comme ça que l'UA a eu un mandat plus robuste pour aussi s'occuper, par exemple, du phénomène des élections, pour voir s'il n'y a pas des abus, s'il n'y a pas de violations des droits des citoyens. Lorsqu'il y a par exemple des conflits, voir si les droits des gens sont respectés et pouvoir aider à ramener la paix dans ces pays sans laisser le pays lui seul se battre pour ramener la paix, souvent à cause des problèmes inhérents à la gestion de l'État aussi. Donc c'était une façon de pouvoir réunir les Africains autour d'un objectif commun, de ramener la paix dans les régions respectives, tout en respectant naturellement la souveraineté et l'indépendance des États. Mais que l'indépendance et la souveraineté soient véritablement
la souveraineté du peuple et que les droits du peuple soient aussi sauvegardés. Surtout qu'on avait adopté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à Nairobi en 1981, qui prévoyait des droits, de nombreux droits qui devaient s'imposer dans l'architecture juridique des États membres. Nous avions aussi les conventions, comme les conventions sur les personnes déplacées. Ça, c'est aussi une affaire intérieure. Mais qu'ils aient certains droits qui doivent être respectés par les États, malgré que c'était leur responsabilité première. Et il y avait aussi les problèmes d'intégration où il fallait coordonner les politiques pour, par exemple, lorsqu'on se met dans des projets régionaux, que les pays puissent rassembler les ressources pour faire des infrastructures communes qui puissent se continuer, comme les routes transafricaines, par exemple. Donc, en quelque sorte, c'est une organisation qui devait faciliter l'intégration dans toutes ces dimensions, juridiques, politiques, économiques, commerciales, industrielles, recherche scientifique et éducation, pour que les systèmes d'éducation aussi puissent se rapprocher, parce que les pays échangent de cadres et doivent être formés dans un même moule pour qu'ils puissent coopérer activement entre eux, avec les mêmes normes. Donc aussi, vous m'avez posé la question sur le Burundi. Je dois dire que sur le Burundi, l'OUA et l'Union africaine se sont penchés sur les différentes crises qui ont assailli le pays, et il y a eu des contributions appréciables, notamment la contribution pour la conclusion des accords d'Arusha, où l'OUA avait un rôle de suivre de près la mise en œuvre de cet accord dont elle est dépositaire, comme les Nations Unies. Avant peut-être de parler sur le Burundi, quels sont les mécanismes que les citoyens possèdent pour saisir l'institution dans un cadre où le pays peut-être échoue à établir une politique qui rassure la population? Qu'est-ce qui rassure justement le citoyen lambda africain pour qu'il croit vraiment que l'Union africaine est là pour lui? Bon, pour un état de droit, il y a certainement des mécanismes panafricains qui peuvent aider à cela. Je pense d'abord à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est en charge de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont j'ai parlé plus haut, adoptée en Nairobi en 1981. Il y a aussi au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est basée à Arusha, qui tranche sur les litiges qui peuvent surgir. Et pour ça, on avait demandé aux États de pouvoir signer un accord de reconnaissance de la possibilité pour les citoyens ou pour la société civile de pouvoir se pourvoir devant la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme. Et le meilleur exemple où ce mécanisme a fonctionné bien qu'avec le retard, c'est suite à la crise de 2015, par exemple, au Burundi, où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Non, 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 c'est la cour... C'est le cours de l'EAC. De l'EAC, mais ce sont des cours qui sont complémentaires. Je pense que c'est le droit unique, même si ça s'est fait au niveau de l'EAC, la Cour africaine des droits de l'homme aurait pu faire la même chose. Donc, vous savez que on s'attendait à ce qu'une fois que la décision, l'arrêt était adopté et présenté au gouvernement du Burundi, on espérait que ça puisse être mis en œuvre. Seulement, vous savez que ça a été adopté en novembre 2021, mais à ce jour, je pense qu'on n'a pas mis en œuvre l'arrêt qui avait recommandé certaines choses. Rien n'a changé. N'y a-t-il pas un moyen d'oppression de l'institution pour que les pays quand même puissent s'aligner par rapport aux décisions de ces institutions juridiques? C'est un peu le manque dans cette structure, dans ce mécanisme, où il n'y a pas véritablement de sanctions positives ou négatives à l'encontre des États qui ne peuvent pas, qui ne se sentent pas dans l'obligation de mettre en œuvre. Face à cela, je pense que aussi bien ici ou que l'Union africaine se retrouve un peu démunie, parce qu'ils comptent surtout sur la bonne volonté et l'engagement des États membres par rapport aux instruments qu'ils ont eux-mêmes ratifiés. Parce que ces instruments sont bien ratifiés par les États membres. Donc par conséquent, on s'attend à ce que leur part d'obligation soit respectée. C'est une institution qui a certes des défis. Comment vous pouvez décrire justement ces défis, mais quels sont les avantages, peut-être donc avec son intention de mettre ensemble les pays, de se sentir africain? Le premier acquis, c'est le rassemblement des États. Vous savez, lorsqu'ils se rassemblent, ils se disent des choses. Ils prennent des décisions. Ils prennent des positions communes. Maintenant, si cela était suivi des faits, ça aurait certainement un impact important sur la scène internationale, sur la scène africaine et internationale. Et ça pourrait inciter les citoyens à se sentir comme citoyens du monde, dans un monde où les inégalités persistent, où les pays forts veulent écraser les pays faibles. Et la plupart des pays africains sont faibles. Donc, s'ils ne sont pas ensemble, ils seront mangés en quelque sorte par les gros poissons. Alors, ça c'est un acquis de pouvoir définir la position commune. Et généralement, même pour les dossiers qui n'ont pas encore abouti, comme la représentation au Conseil de sécurité de l'Afrique, qui reste le seul continent à ne pas être présent dans le Conseil de sécurité, nous avons le consensus des Unis qui a été adopté depuis 2005 au Swaziland, à Eswatini, qui n'est toujours pas, dont le dossier n'a pas avancé. On avait prôné pour 2 sièges permanents pour l'Afrique. On n'a pas un seul jusqu'à ce jour. Depuis 2005, on plaide, on négocie. On a un comité de 11 chefs d'État, maintenant 15, qui se réunit chaque fois, mais qui n'arrivent pas à peser sur la décision d'inclure l'Afrique dans le groupe qui décide pour le monde. Et ça, c'est le manque de force, justement. Mais il faut continuer à avancer et notamment mettre l'accent, puisque les aspects politiques parfois n'aboutissent pas rapidement,
mettre l'accent sur l'intégration économique. Comme ça, si on fait le commerce entre nous, si on échange les industries entre nous, si on met en œuvre effectivement l'accord de libre-échange continental, dont l'institution est basée à Accra aujourd'hui, si on met en œuvre les institutions communes comme Africa CDC pour combattre les maladies contagieuses, le AMA, la African Medicine Agency, et d'autres institutions, nous pouvons absolument compter sur la scène internationale et nous faire respecter de manière collective. Les principaux défis alors pour que la communauté africaine puisse s'unir comme le prévoit, comme le prône justement cette institution? Le défi, c'est d'abord la cohésion de nos pays. Il y a encore beaucoup de conflits entre pays, alors qu'à un certain moment, on a fait penser qu'on avait dépassé les conflits entre pays. Vous voyez, comme la question des Grands Lacs, par exemple, ça ne nous rassure pas, puisqu'il y a des contradictions entre les États membres qui fait qu'il n'y a pas de cohésion. Mais moi, j'irai plus loin que pour avoir la cohésion régionale ou continentale, il faut d'abord commencer par le village. Que dans nos villages africains, les gens vivent paisiblement dans la cohésion sociale, qui ne se livrent pas des combats sans aucun motif et qui vivent dans la symbiose. Comme ça, du village à la commune, à la province, au pays tout entier, il y a l'harmonie, il y a la cohésion, et ce pays va se présenter comme un grand pays, devant tous les autres. Une fois qu'ils sont avec tous les autres, ils vont aussi faire front pour défendre les mêmes principes. Parce que les normes sont connues. Nous avons la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Les trois mots se suffisent à elles-mêmes. La démocratie veut dire que c'est l'ensemble de la nation qui se met ensemble. Et une fois que vous êtes des démocraties, vous vous rencontrez en tant que pays africain, en tant que démocrate, vous allez adopter les mêmes principes de vie, les mêmes combats, et vous allez vous battre ensemble. Mais si vous présentez dans l'état de faiblesse d'une nation désunie, vous n'allez pas peser même sur la décision de l'ensemble. Donc l'unité commence par la cellule familiale. Ça remonte au village, ça remonte à la nation, ça remonte à la région, ça remonte au continent. Et ensuite, les continents coopèrent entre eux en se respectant. Et ce respect doit être à tous ces niveaux-là. Même dans la famille, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de coexistence pacifique. Nous cheminons vers la fin justement de cette discussion. Maintenant, c'est de savoir, en tant qu'homme éclairé avec toute cette expérience, qu'est-ce que vous pensez pour que le Burundi puisse recouvrer justement la confiance de ses partenaires, de ses anciens partenaires financiers? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que devrait être le comportement des autorités burundaises aujourd'hui? Bon, comme je le disais plus ou moins, nous avons de grands défis au niveau de la gouvernance, au niveau de l'économie, au niveau de la sécurité. Les politiciens burundais à Arusha avaient essayé de se mettre ensemble pour décider de leur avenir.
Et je pense que les accords d'Arusha, si on les exploite bien, pouvaient répondre aux défis qui étaient le nôtre par rapport à notre passé. Un passé qui a été très difficile à gérer. Pour cela, je pense que la première étape pour résoudre nos problèmes et pour nous rapprocher encore, parce que nous devons rassembler la nation, nous devons mener en toute honnêteté un dialogue national inclusif. Cela veut dire qu'il faut remettre les pendules à l'heure, que les uns et les autres puissent se dire « je ne veux pas bien vivre si les autres ne vivent pas ». Nous devons vivre, comme je le disais, dans la cohésion nationale parfaite, où on ne se divise pas en termes d'ethnie, qui n'existent par ailleurs pas, en termes de région. Pour un petit pays, vous vous battez entre régions. Il y a des grands pays comme certains de nos voisins. Évidemment, ce n'est pas tous qui peuvent se targuer d'avoir uni leur peuple. Des questions de religion, nous devons être d'abord burundais et nous assumer comme burundais, avant d'être Hutu, Twa, Tutsi, Ganois. Cela ne nous mènera à nulle part. Donc, c'est en quelque sorte un patriotisme national qui doit être la boussole. Aimer son pays, c'est aimer d'abord les Burundais, leur territoire, sauvegarder les droits et les devoirs de tout un citoyen sans aucune discrimination. Donc on doit mettre tout ça sur la table pour instaurer un vivre ensemble harmonieux. Nous devons retourner aux valeurs traditionnelles qui ont construit nos pays dans la cohésion de Bushingantahe et d'Ubuntu. J'entends qu'on est en train de les remettre en cause alors qu'ils nous ont façonnés jusque-là. Et là où il y a Bashingantahe, comme on disait, même le roi devait suivre les conseils de Bashingantahe et accepter de perdre par rapport à un citoyen qui était contre sa décision. Et il a accepté de bonne grâce. C'est ça la grandeur d'une nation. Coexistence pacifique des citoyens et des voisins. Je parlais tout à l'heure de la famille, des villages, tous ces entités-là doivent vivre en symbiose pour que, jusqu'à la nation, et c'est pour ça que les élections devraient couronner cette pyramide où tout le monde se sent représenté, sans discrimination aucune, sans exclusion. La fin des discriminations, donc, de toutes sortes, et des abus criants dans les recrutements, dans toutes les fonctions publiques, que ce soit politique, administrative, technique. Mais encore une fois, surtout pour le domaine technique. Il faut vraiment qu'on mette en avant le mérite personnel, mettre de côté le militantisme politique et recruter les gens qui peuvent aider le pays à se développer, parce qu'on développe le pays avec l'intelligence de ses citoyens. On ne prend pas les médiocres pour faire la politique, exécuter la technique. Il faut mettre les meilleurs au poste qui demande beaucoup de technicité. Nous devons aussi lutter de manière acharnée contre la corruption
les détournements et toutes les malversations économiques, des fléaux qui vit notre pays, au vu aussi de tout le monde, pour éviter que notre pays soit la risée du monde. Et le dernier de la classe en termes d'indice de richesse ou de pauvreté. Nous avons des ressources importantes pour la taille de notre pays. Nous devons les mettre à la disposition des citoyens et pas à la disposition des élites. L'autre chose que je voulais signaler, c'est vraiment pour une paix durable, il faut que tous les citoyens se comportent de manière responsable et se respectent comme citoyens d'un même pays avec les mêmes droits et devoirs. Pour cela, je pense qu'il est impérieux de mettre fin à l'existence de milices armées au service des partis politiques. Dont le meilleur exemple, ou le mauvais exemple, c'est les Imbonerakure, qui font la loi sur les 1000 collines du pays. C'est mal au désordre et au désarroi dans les familles. Cette jeunesse ne doit pas être exploitée au profit d'une élite au pouvoir. Il faut prendre le courage à deux mains pour les désarmer, les réintégrer dans la société, les réhabiliter dans les structures sociales pour en faire des citoyens honnêtes comme tous les autres, qui ne vivent pas de rapine ou violant les droits des autres. Cela est extrêmement important. Face à tout ce que vous venez de dire comme une voie pour sortir justement de la crise, mais à côté c'est le déni total des autorités, donc ils disent tout va bien, mais alors que le pays connaît une crise économique dévastatrice. Est-ce que vous pensez que les autorités en place aujourd'hui sont capables d'entendre votre appel et de suivre justement cette ligne? Non, mon appel se joint à d'autres appels qu'ils ont certainement entendus. La sagesse voudrait qu'ils puissent émuler ces appels, parce que ces appels sont patriotiques. Il faut vraiment que les dirigeants aujourd'hui puissent prendre des responsabilités et assurer le développement continu de notre pays. Pas assurer la décrépitude. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution économique du Burundi par rapport aux États voisins, on voit que nous sommes les derniers de la classe. Il ne fait qu'à regarder simplement le PIB par habitant. Il ne fait qu'à regarder comment l'économie marche, où il y a pénurie pratiquement de tout. Alors qu'on avait des outils pour produire le carburant, le sucre, l'électricité, l'eau, le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement des écoles, les tables pour les élèves, les chaises. Des élèves qui écrivent sur des pierres dans les classes. C'est quand même quelque chose qu'il fallait résoudre le plus rapidement possible. Et pour ça, la responsabilité de ce qui nous dirige aujourd'hui vient en premier, puisque quand vous acceptez ces responsabilités, vous devez les assumer de manière aussi responsable.
Aujourd'hui, le Burundi qui laisse de côté tous ces problèmes et les autorités se lancent dans le conflit régional, entre autres le conflit en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était malvenu. Surtout que j'ai compris que à un moment, notre pays était le leader de l'ISI. Lorsque on a eu l'initiative heureuse de déployer une force de East African Community pour essayer d'aider les parties en conflit à résoudre les problèmes pacifiquement. Alors c'était à ce moment-là qu'il fallait montrer montrer le leadership du Burundi dans la résolution des crises dans notre région. Parce que si on se met à prendre parti entre les différents protagonistes, nous allons nous enfoncer dans la confusion, où on envoie nos militaires se faire tuer pour une cause qui n'est pas patente. Ça c'est la vérité, puisque lorsqu'il y a un conflit chez le voisin, vous l'aidez à le résoudre dans l'intérêt de toute sa population et pas se mettre à prendre parti. C'est ce que je pense. Si dans la résolution des conflits, il y a des procédures qu'il faut suivre, il y a des processus qu'il faut suivre et qui sont techniquement vérifiés, et on n'a jamais vu la solution en prenant parti. Surtout que le voisin, tu ne le choisis pas. Ce n'est pas comme une femme qu'on peut, ou un homme qu'on peut accepter. Le voisin, il est là. Il a été là avant nous, il sera là après nous. Donc, le plus sage, c'est de se mettre d'accord avec tout le monde et de ne pas prendre parti. Parce que quand vous prenez parti, vous entrez dans une danse qui ne vous tournera pas rond. Bon, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la cause qui paraît comme une motivation des autorités burundaises pour justement s'ingérer dans ce conflit à l'essai de la RDC? Justement, vous parlez de s'ingérer. Pourquoi s'ingérer? Pourquoi s'ingérer? Oui, derrière cette ingérence, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je ne sais pas, il faut aller demander aux autorités burundaises. Mais s'ingérer, c'est déjà une faute. S'ingérer, pourquoi? Vous avez votre pays, votre petit pays que vous devez sauvegarder. Vous allez vous ingérer à l'extérieur, pourquoi faire? Avec des forces qui peuvent se retourner contre vous, de part et d'autre. Pourquoi? S'ingérer, justement, non-ingérence dans les affaires intérieures, même si il y a aussi la non-indifférence. Nous ne sommes pas indifférents par rapport aux souffrances des populations congolaises, mais nous ne pouvons pas aller contribuer à l'agrandissement de ces conflits. Parce que si on s'ingère, ça veut dire que nous devenons partis. Quel est notre intérêt d'être partis à un conflit qui est dans un pays voisin? Un conflit interne au Congo, nous allons nous émettre pourquoi? En fait, ça revient finalement à reparler aussi à le rôle de l'institution de l'Union africaine de gérer tous ces différends entre les pays. Vous savez, maintenant, j'ai pris ma liberté de retraiter. Je n'ai pas peur de parler de qui que ce soit, puisque je ne suis pas tenu à l'obligation de réserve qui était le mien il y a peut-être 6 ans.
Maintenant, je suis dégagé de cette obligation et je parle avec mon cœur. Donc, ce que je pense, je le dis sans peur de personne. Donc, pour moi, les États sont les propriétaires de l'Union africaine. Et souvent, ces États même se ménagent. Ils ne peuvent pas pointer du doigt l'autre, parce que demain, peut-être que l'autre aussi va être en faute et on risque de lui pointer le doigt. Donc ils se ménagent et ils font des alliances et peuvent aussi jouer avec les principes, ne pas les respecter à moitié. Ça arrive. Mais pour moi, en tant que citoyen africain, panafricaniste, je considère que chaque pays a une responsabilité d'aider son voisin à sortir de ses problèmes, pas à alimenter des conflits à sa frontière. C'est ça l'obligation de chaque État. Et même dans les chartes de l'Union africaine, de l'OUA, de 63, acte constitutif de l'Union africaine 2000, de Lomé, ces principes sont très clairs. Non-ingérence, non-indifférence. Donc, où est l'ingérence dans tout ça? C'est une faute, pour moi.